Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ensemble nous poser une question qui peut paraître un petit peu surprenante, mais vous allez voir qu'elle a tout son intérêt. Cette question, c'est la suivante. Est-ce que la violence est naturelle? Cette question, vous allez voir qu'elle va nous conduire à la croisée de plusieurs disciplines, bien sûr la psychologie, mais également la philosophie et pourquoi pas quelques notions d'anthropologie et même d'histoire. À titre personnel, je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai utilisé le terme de violence de manière vraiment inappropriée. Ce que je voudrais faire, c'est commencer par distinguer avec vous trois notions bien différentes les unes des autres. La première notion, ça va être la notion d'agressivité. La seconde, la notion d'agression. Et enfin, en dernier, nous parlerons de la violence. La différence entre ces trois notions, elle m'a beaucoup servi dans ma pratique professionnelle et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pu avoir l'opportunité d'échanger avec un certain nombre de gens qui me disaient toutes et tous qu'ils avaient l'impression que parfois ils avaient des comportements violents. Ça pouvait être des parents qui me racontent qu'ils ont l'impression qu'ils ont parfois des comportements violents envers leur enfant ou qu'ils ont l'impression que leur enfant a des comportements violents envers eux-mêmes. Et j'ai même pu entendre des collègues de travail me dire qu'ils avaient l'impression que leurs paroles ou certains de leurs actes pouvaient être violents ou faire violence à des enfants, à des personnes qu'ils accompagnaient. Dans une grande majorité des cas, lorsque les gens utilisent le terme de violence, ils veulent en réalité parler soit d'une agression, soit d'un comportement agressif, enfin de la notion d'agressivité. Et vous allez voir que le fait de faire la distinction entre l'agressivité, une agression et la violence, ça peut avoir tout son intérêt dans le vécu interne des personnes auxquelles on s'adresse, dans le vécu personnel de la personne qui vient vous parler d'un phénomène de violence. Alors commençons par la première, l'agressivité. Si vous acceptez cette définition, c'est une force au service de la survie. Et par rapport à cette notion d'agressivité, on n'est pas tous équipés de la même façon. Il y a des gens qui vont avoir un potentiel agressif plus important que d'autres personnes. Bien évidemment, notre expérience de vie ou la manière dont on a été éduqué, elle joue un rôle très important dans la compétence agressive que l'on va avoir. Mais il semblerait que tout ne soit pas forcément de l'acquis et qu'il y ait peut-être certaines prédispositions innées. Ma fille est à la crèche depuis maintenant quelques mois et effectivement, quand on regarde les enfants à la crèche, on se rend bien compte que dès le plus jeune âge, il y en a certains qui sont plus équipés que d'autres au niveau de l'agressivité. Il y en a qui vont plus facilement arriver à se défendre, d'autres un petit peu moins. Et ça, on ne peut pas encore vraiment l'expliquer par quelque chose qui se serait construit par l'expérience de vie. Donc bien sûr que l'expérience est importante, mais il y a aussi probablement des prédispositions, peut-être génétiques, en tout cas innées. Cette agressivité, il faut bien voir qu'elle n'est pas du tout péjorative ou qu'elle n'est pas négative. L'agressivité, on en a tous besoin dans notre vie de tous les jours. On en a besoin pour affirmer ses positions, affirmer son point de vue, pas se laisser faire si jamais on se fait embêter. Ça démarre très jeune à l'école et puis ça continue tout au long de la vie. Prenez l'exemple de votre cadre professionnel, il vous faut une certaine compétence agressive pour pouvoir faire respecter votre territoire, pour pouvoir faire entendre votre opinion. Si vous prenez devant vous une salle de réunion, vous allez vite voir les personnes qui prennent plus facilement la parole, de manière plus spontanée en tout cas, et qui vont avoir tendance à vouloir imposer leur idée, ou qui vont avoir tendance à vouloir faire entendre leur opinion. Ce sont des personnes qui ont une compétence agressive qui va être plus développée. Dans le champ de l'entreprise, vous allez avoir les personnes qui sont un peu plus équipées au niveau de l'agressivité, qui vont plus facilement, par exemple, aller voir leur supérieur hiérarchique pour réclamer quelque chose, qui vont plus facilement demander une promotion, par exemple. C'est quoi ton mot de passe? Hicham mon cul. Tout attaché avec le Salem. Et pour finir, vous pouvez même observer un repas de famille et vous verrez vite les personnes qui sont plus équipées que les autres au niveau de l'agressivité. Alors bien sûr, en ce qui concerne l'agressivité, on peut être très bien équipé, voire trop équipé, de la même manière qu'on peut être sous-équipé, voire vraiment sous-équipé. Cette notion de l'agressivité, on la développera plus en profondeur dans une prochaine vidéo grâce à un ouvrage du docteur Reynaldo Perón. Cette notion d'agressivité, il va falloir la distinguer de la deuxième notion dont je vous parlais, qui est la notion d'agression. Là, pour le coup, on peut se dire qu'on est vraiment dans quelque chose de plus péjoratif. L'agression, en fait, c'est le passage à l'acte. Cette agression, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une agression verbale, ça peut être des insultes. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Ça peut être une agression physique. Si vous pouvez tâcher moyen de vous éloigner de 25 pieds, bon pied, parce que ça va gicler un peu. Ça peut aussi être une forme d'agression psychologique. Et lorsqu'on va se situer dans les formes les plus sévères d'agression, c'est à ce moment-là où on va parler de violence. Si vous acceptez cette définition, la violence, c'est la force au service de la destruction de l'autre, de son anéantissement. Alors vous comprenez peut-être mieux ce que je voulais dire au début de la vidéo, quand je disais qu'il était important de distinguer les termes, et surtout quand je disais que j'utilisais peut-être le terme de violence à mauvais escient. Parce que tout simplement, je confondais la violence avec l'agressivité et avec l'agression. Alors maintenant qu'on a défini ces trois termes, on va vraiment parler de la notion de violence. La violence, elle peut prendre des centaines de formes différentes. Bien sûr, la violence, ça peut être la violence physique, qui peut aller jusqu'à l'homicide. La violence, elle peut aussi être verbale. Et vous savez, j'ai vu des gens
bien plus abîmés par de la violence verbale que par de la violence physique. Et après, il y a évidemment toutes les formes de violences psychologiques qui peuvent exister, et croyez-moi, elles sont nombreuses. Il y a aussi évidemment toutes les violences numériques. C'est malheureusement une forme de violence à laquelle est de plus en plus exposée la jeunesse, parce qu'ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça commence même de plus en plus tôt. J'ai vu il n'y a pas longtemps que sur TikTok, l'âge d'entrée, je crois que c'était 13 ans, si je dis pas de bêtises, mais dites-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Et de toute façon, on peut très bien créer un compte et dire qu'on a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il n'y a rien qui permet de vérifier. C'est aujourd'hui très fréquent d'avoir des jeunes qui sont vraiment en grande souffrance pour des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. La violence, elle peut aussi prendre la forme de privation de liberté. Ça peut être par exemple le fait de récupérer la carte d'identité, le passeport d'une personne, ou alors de récupérer sa carte bleue, de la priver d'autonomie financière. Tout ça, ce sont des formes de violence. Alors maintenant, lorsqu'il est question de savoir si la violence est naturelle, il est nécessaire de faire une petite rétrospective. On présente souvent l'histoire de l'humanité comme étant un enchaînement d'évolutions successives. C'est peut-être la raison pour laquelle, quand je me représentais l'histoire de l'humanité, l'histoire du développement des espèces, j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs espèces d'hommes qui s'étaient succédés à la surface de la planète. Donc il y avait par exemple d'abord eu l'homme de Cro-Magnon, puis le Néandertal, etc., puis l'Homo sapiens à la fin. Et puis j'ai lu un ouvrage qui est venu complètement rebattre les cartes de mes représentations. Ce livre, il s'appelle Sapiens, il est écrit par un auteur qui s'appelle Harari. C'est un best-seller international, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou même que vous l'avez déjà lu. C'est un ouvrage qui a été beaucoup critiqué par certains spécialistes parce que d'une certaine manière, c'est un ouvrage de vulgarisation et que pour appuyer son développement, il s'appuie à certains moments sur des faits qui ne sont pas forcément prouvés scientifiquement. Mais ça n'enlève rien, à mon avis, à la qualité du développement de l'argumentation et surtout à la manière dont il vient bouleverser nos représentations. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant avec ce livre. Et puis il y a quelque chose aussi qui n'enlève rien, c'est que ça se lit comme un bon roman et que pour un ouvrage historique, c'est quand même appréciable, en tout cas pour des néophytes comme moi dans la matière. Ce que j'ai premièrement découvert dans ce livre, c'est qu'en réalité, il avait coexisté à la surface de la planète plusieurs espèces d'hommes en même temps. Par exemple, il y a eu une période dans l'histoire de l'humanité dans laquelle il y avait en même temps des Homo sapiens et des hommes de Néandertal. L'homme de Néandertal, par exemple, c'était l'homme de la vallée de Néander, était plus grand, il était plus fort physiquement, il était aussi plus résistant au froid. Il peuplait le continent asiatique et l'actuelle Russie notamment. Et l'Homo sapiens, lui, il était plus petit que l'homme de Néandertal, mais il avait un plus gros cerveau. Et alors on commence à arriver là à un moment que j'ai trouvé passionnant, c'est que finalement, comme l'Homo sapiens avait un plus gros cerveau, il était de plus en plus difficile pour les femmes d'accoucher, si bien que celles qui survivaient le mieux à l'accouchement étaient celles qui mettaient au monde des enfants légèrement prématurés. Et tout cela a commencé à influencer l'évolution en privilégiant la naissance d'enfants prématurés avec un plus gros cerveau. Si on regarde toutes les autres espèces qui peuplent la planète, on est la seule qui a besoin d'autant de temps avant de pouvoir être un tout petit peu autonome. Et c'est le fait que les enfants soient si fragiles qui a poussé les adultes Homo sapiens à s'occuper pendant plus longtemps d'eux. Puisque la préoccupation de la survie, elle était portée par les adultes qui s'occupaient d'eux pendant très longtemps, les enfants Homo sapiens ont commencé à développer tout un tas de capacités qui vont être formidables pour l'évolution de l'espèce par la suite. Et une de ces compétences qui vont être les plus décisives, ça va être bien sûr l'émergence du langage oral, mais surtout la manière dont les Homo sapiens vont être capables de raconter des histoires qui vont leur permettre de collaborer à grande échelle. L'Homo sapiens, c'est la seule espèce, si on sort les insectes, qui est capable de collaborer à plus de 120 individus. Si vous regardez toutes les espèces de grands singes, même les meutes de loups, etc., ils sont tous capables de former une espèce de micro-société, mais qui ne fonctionne qu'à partir du moment où tous vivent ensemble, où ils sont capables de se connaître les uns les autres. Donc tous les loups d'une meute se connaissent les uns les autres. Et donc du coup, il y a comme ça l'émergence d'un mâle dominant, et puis ils arrivent à trouver une organisation qui est basée sur le fait qu'ils se connaissent les uns les autres. Et ça, c'est plus possible au-delà de 120 individus. Les seuls qui sont capables de s'organiser au-delà, c'est l'Homo sapiens, et ça tient justement à cette capacité à se raconter des histoires qui leur permettent de collaborer à grande échelle. Si on prend notre exemple à tous, on n'a pas besoin de connaître personnellement notre boucher, notre boulanger, notre charcutier, la personne qui achemine la nourriture jusqu'à nous. De la même manière au niveau politique, on n'a pas besoin de connaître personnellement tous les sénateurs, tous les députés, les ministres, toutes les personnes qui vont prendre des décisions qui pourtant vont impacter directement notre vie. Et ça, c'est vraiment lié au fait qu'on arrive à se construire des représentations mentales qui sont structurantes pour nous et qui nous permettent de collaborer. Alors quand on dit collaborer à grande échelle, bien sûr ça peut avoir un aspect positif, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des exemples de collaboration à grande échelle qui sont des désastres monumentaux. Par exemple, tous les plus grands génocides sont des exemples de collaboration à grande échelle. Les camps de concentration sont des exemples
de collaboration à grande échelle pour suivre un dessin qui était vraiment monstrueux. Si je vous montre ce petit graphique, vous allez voir que toutes les espèces du genre Homo sont aujourd'hui éteintes, sauf l'Homo sapiens. Et l'étude des découvertes archéologiques et l'évolution de la technique de datation nous a permis de nous rendre compte que toutes ces autres espèces, elles ont commencé à disparaître à partir du moment où l'Homo sapiens est arrivé sur leur territoire. C'est particulièrement marquant dans une période de grand refroidissement climatique comme la Terre en a connu entre moins 50 000 et moins 30 000 et qui a permis aux sapiens de traverser des étendues d'eau qui étaient infranchissables jusqu'à présent et notamment de gagner le continent américain par l'Alaska en passant par le côté asiatique. Quoi, tu trouves pas qu'il fait frais? M'intéresse pas de parler de la température. Alors il y a une des théories qui explique ce phénomène par le fait que puisque l'Homo sapiens avait un plus gros cerveau, avait cette capacité à collaborer à grande échelle, donc à plus de 120 individus, par sa capacité à se raconter des histoires, il aurait collaboré de manière plus efficace et donc il aurait été plus efficace dans la chasse, dans la cueillette, etc. Ce qui laissait moins de ressources aux autres espèces pour pouvoir survivre tout simplement. Mais il y a également une autre théorie qui voudrait que l'Homo sapiens, en arrivant sur de nouveaux territoires, faisait des campagnes énormes de génocide à l'égard des populations locales pour leur voler tout ce qu'elles avaient. Tout cela aurait été rendu possible, bien évidemment, encore une fois, de par leur capacité à collaborer à grande échelle, à se raconter des histoires à propos de l'autre. Donc si on arrive sur un territoire où on imagine que l'autre est une personne abominable, qu'il faut éradiquer, que l'autre n'est même pas un être humain, est un animal, évidemment, ça rend possible des choses monstrueuses. Arrête de me parler du fret, là, si tu veux pas, je te défonce la face avec ma masse. Et bien évidemment, cette réalité, elle crée des conséquences, parce que celui qui est le plus fort un jour ne peut pas l'être toujours. Donc bien sûr, l'histoire de l'humanité, ça a été une succession de créations d'alliances, de ruses, de stratégies, de manipulations, à tel point que l'instabilité était prédominante et la mort pouvait surgir à tout instant. Pour continuer à collaborer toujours à plus grande échelle, l'Homo sapiens a créé de puissants mythes. À partir de maintenant, j'utiliserai le terme d'homme plutôt que d'Homo sapiens, puisqu'on en arrive à une période de l'humanité dans laquelle l'Homo sapiens était la seule race d'hommes à la surface de la planète. En 1776 avant notre ère, Babylone était la plus grande ville du monde. Avec plus d'1 million de sujets, l'empire babylonien était probablement le plus vaste du monde. Il s'étendait sur la plus grande partie de la Mésopotamie, aujourd'hui située en Irak, ainsi que sur des petites îles de la Syrie et de l'Iran. Pourquoi je vous parle de Babylone? Parce que c'est à cet endroit qu'ont été retrouvées les plus anciennes traces de textes écrits de lois. Donc les plus vieilles traces de tentatives faites par les hommes de réguler les phénomènes de violence pour pouvoir collaborer efficacement dans une société. Et le mythe qui va être créé à ce moment-là va servir de guide pour des millions d'individus. Hammurabi, qui était le roi de Babylone, il a écrit ces lois et il les a transcrites sur un bloc de pierre. Si on veut être un peu plus précis, il a été gravé dans un bloc de basalte qui a été mis dans le temple de Sippar, mais il y a également des exemplaires qui ont été disséminés dans tout le royaume. C'est de cette manière qu'il a réussi à créer une culture commune et à faire collaborer des millions d'individus qui ne se connaissaient pas les uns des autres et qui pouvaient être espacés de plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Le code d'Hammurabi, on le connaît plus facilement aujourd'hui sous le terme de la loi du talion. Vous savez, c'est le fameux œil pour œil, dent pour dent. Et on voit apparaître quelque chose ici qui va perdurer pendant des millénaires, à savoir qu'on fait appel à un ordre divin. L'ordre divin, ça va être ce qui donne du poids, ce qui donne de la légitimité au texte. Pour vous donner quelques exemples de lois, on a par exemple la 196. Si un homme arrache l'œil d'un autre homme, son œil sera arraché, œil pour œil. Si un homme brise un os d'un autre homme, son os sera brisé. S'il arrache l'œil d'un affranchi ou brise un os à un affranchi, il lui paiera 1 livre d'or. S'il arrache l'œil d'un esclave d'un autre homme ou brise un os de l'esclave d'un autre homme, il devra payer la moitié de sa valeur. Dans le code d'Hammurabi, le principe de hiérarchie, il est d'une suprême importance. Les membres de chaque sexe et de chaque classe ont des valeurs différentes et ça va se retrouver dans la manière dont sont formulées chacune des lois. Par exemple, la vie d'une femme d'une catégorie intermédiaire vaut 30 cycles d'argent, celle d'une esclave en vaut 20, tandis que l'œil d'un homme de la catégorie intermédiaire en vaut 60. Il y a également un aspect dans le code d'Hammurabi qui peut nous sembler vraiment très étonnant aujourd'hui, c'est que les enfants ne sont pas considérés comme des personnes indépendantes, mais comme la propriété de leurs parents. Ça implique que si une personne tue l'enfant d'une autre personne, dans la loi, il est écrit que ce que l'on va faire, c'est plutôt que de faire la loi sur le meurtrier, on va venir tuer la fille du meurtrier, qui n'a rien demandé à personne, elle. Mais comme elle est considérée comme étant la propriété du meurtrier, on va le punir en tuant sa fille. C'est un truc qui nous paraît aujourd'hui tellement dingue que ça nous ferait exploser le cerveau, mais c'était parfaitement juste aux yeux d'Hammurabi et de tous les Babyloniens.
Donc le code d'Hammurabi s'est créé sur ce principe que si tous les Babyloniens acceptaient leur place et les conséquences qui vont avec, si tous les Babyloniens acceptaient les lois du code d'Hammurabi, ils seraient capables de collaborer ensemble à très grande échelle. Leur société pourrait alors produire assez de nourriture pour tous les membres, les distribuer de manière efficace, se protéger contre les ennemis, étendre son territoire, construire des monuments immenses, etc. Alors maintenant, on va faire un bond de 3500 ans et nous sommes ensemble le 4 juillet 1776. À ce moment-là, les habitants des 13 colonies britanniques ont le sentiment que le roi d'Angleterre les traitait injustement. Leurs différents représentants se sont tous réunis à Philadelphie et ils ont décidé ensemble qu'ils n'étaient plus des sujets de la couronne d'Angleterre. C'est la déclaration d'indépendance des États-Unis et elle va venir édicter des règles de fonctionnement, un puissant mythe qui s'appuie également sur un ordre divin, tout comme l'avait fait Hammurabi quelques années auparavant si on regarde l'échelle de l'humanité. Et il vient promettre exactement la même chose que le code d'Hammurabi, à savoir si les individus sont capables de respecter les lois qui sont édictées, alors ils seront capables de collaborer efficacement pour créer une grande société tous ensemble. Et si vous suivez cette idée que j'essaye de tisser, ces grands principes universels, ils n'existent que dans l'imagination féconde des hommes. Ils n'existent que dans les mythes qu'ils sont capables de construire à travers les histoires qu'ils se racontent. Ces principes, finalement, ils n'ont aucune validité objective. Nos lois sont en perpétuelle évolution et notre définition actuelle de l'ordre des choses est en lien étroit avec les grandes idées de notre temps. Et c'est grâce à un processus très complexe de construction mentale que les hommes sont arrivés, après des millénaires d'évolution, à une représentation selon laquelle la violence est anormale et répréhensible. Vous voyez là qu'on en arrive à une subtilité qui est vraiment exquise d'un point de vue philosophique, mais qui, si on regarde derrière nous l'histoire de l'humanité, est vraiment loin d'être la norme. Alors si on doit maintenant répondre à la question qu'on s'est posée au début de cette vidéo, est-ce que la violence est naturelle? Eh bien, je ne sais pas ce que vous diriez vous, mais moi j'aurais tendance à dire que oui, d'une certaine manière, la violence est naturelle dans le sens où elle fait partie de la construction, elle fait partie de l'évolution de l'espèce humaine. Et qu'on en est aujourd'hui arrivé à une représentation extrêmement complexe, très intéressante, dans laquelle on arrive aujourd'hui à s'imaginer que la violence, elle est répréhensible, et on a construit tout un univers de représentation et de pensée qui nous permettent de collaborer encore plus efficacement. On en arrive aujourd'hui à un stade de coopération dans lequel on pourrait presque considérer qu'on collabore à l'échelle mondiale, avec évidemment tous les défauts et toutes les dérives que ça comporte. Alors si la violence, elle est naturelle, on pourrait dire que justement, le fait d'arriver à la contrôler, c'est quelque chose qui fait partie d'une éducation. C'est quelque chose qui s'apprend et qui fait partie d'un faisceau de représentation qui est enseigné. Donc à partir de ce moment-là, on peut interpréter les manifestations de la violence comme un défaut d'intériorisation de la loi. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble que la loi, elle a 5 principes, mais également qu'on peut classer les individus selon leur niveau d'intégration de la loi. Ces éléments, vous verrez qu'ils sont importants pour comprendre les phénomènes de violence, notamment les violences intrafamiliales, les violences conjugales ou les violences sociétales, qu'elle nous permet de mieux les comprendre, mais aussi potentiellement d'intervenir, notamment là en l'occurrence dans le cadre thérapeutique. Si ça vous intéresse, je ferai également une prochaine vidéo pour parler plus spécifiquement de la violence conjugale et donc dans ce cadre-là des différents types de violences qu'on peut observer et de quelle manière est-ce qu'on peut intervenir vis-à-vis de chaque type de violence. J'espère une nouvelle fois que ce qu'on a vu dans cette vidéo vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette des notifications si vous voulez être au courant de la parution des prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.